La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2024, il s'appelle ce matin Matignon recrute en CDD. On est toujours sans nouvelles de la baisse des actions françaises qui en sont désormais à 6 séances consécutives de progression. Même l'indice phare de la bourse américaine, c'est-à-dire le S&P 500, a lâché prise hier après avoir battu 5 fois d'affilée sa marque la plus élevée de l'histoire. Vous connaissez la rengaine, Wall Street a baissé certes, mais garde quand même une sacrée avance en 2024, plus de 27% de hausse pour le S&P 500 et le Nasdaq 100 depuis le 1er janvier. Le CAC 40 français, lui, il est toujours en baisse, même après ces 6 séances de progression. Je pense toujours que la bourse française va souffrir de la situation politique dans les semaines à venir, mais je dois dire que je reste surpris par la solidité du parcours récent. J'ai d'ailleurs fait usage de mon 49.3 hier en engageant ma responsabilité sur ce pronostic. Si je suis censuré, j'ai promis de me baigner dans le lac d'Annecy en janvier, ce qui n'a pas l'air impossible dans la mesure où on peut voir des gens très courageux le faire tous les jours de l'année. La bonne tenue du marché parisien, de l'euro et du coût de la dette française repose manifestement sur le pari que la France sera gouvernable dans les mois à venir avec des dégâts limités sur l'appareil économico-social. Emmanuel Macron a expliqué hier soir à la télé que les parlementaires étaient vilains d'avoir censuré le gouvernement Barnier et qu'il nommera le successeur du Premier ministre actuel dans les jours à venir. Il a aussi appelé de ses vœux à un gouvernement d'intérêt général. Alors là, les amateurs de romantisme peuvent penser que ça marchera, mais la politique étant ce qu'elle est, les chances de succès sont quand même assez modestes. On notera toutefois que les milieux financiers n'ont pas l'air particulièrement épouvantés par la montée en puissance médiatique de l'extrême droite. Marine Le Pen a semblé d'ailleurs s'emparer du fil de la narration hier en intervenant dans de nombreux médias et jusque chez Bloomberg. La chef de file du Rassemblement national a même joué l'accalmie sur les fronts du budget et de la suite du mandat d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, à gauche, la cacophonie a l'air d'avoir repris sur la conduite à tenir face à l'impasse politique actuelle. Alors, qui est prêt à aller prendre des coups à l'Assemblée nationale pour remplacer Michel Barnier ? On ne sait pas encore. Histoire de sortir d'une actu marquée par la crise politique et terminer la semaine sur un ton plus léger avant de replonger dans le domaine financier, je vous propose de découvrir 10 entreprises cotées dont le nom ne vous dit peut-être rien mais qui possèdent des actifs très connus. La société de portefeuille britannique 3i Group est le propriétaire de la chaîne de supermarchés Action qui cause bien du tourment à d'autres enseignes européennes en ce moment. Autre nom plutôt méconnu en France, le family office belge D'Ieteren est propriétaire du groupe Belron, mieux connu via sa marque Carglass. Le groupe possède aussi d'ailleurs le site de pièces détachées automobiles Oscaro et plus original, les carnets Moleskine. La troisième société, c'est plus facile, c'est le groupe espagnol Inditex qui est une star de la côte madrilène et qui chapeaute la célèbre marque de prêt-à-porter créée par Amancio Ortega et Rosalia Mera, c'est-à-dire Zara. Plus classique, l'allemand Beiersdorf est réputé pour sa crème Nivea et son baume à lèvres Labello par exemple, mais aussi, et c'est souvent méconnu, pour ses adhésifs Tesa. On traverse l'Atlantique avec l'américaine Yum Brands qui possède plusieurs chaînes de restauration qui sentent assez fort quand on passe à côté, par exemple KFC, Tacos Bell ou encore Pizza Hut. Autre entreprise européenne plutôt méconnue, c'est JDE Peets, c'est un groupe néerlandais qu'on connaît surtout via ses marques de café comme L'Or ou Senseo, c'est aussi lui qui a racheté l'une de nos fiertés locales en Haute-Savoie, les Deux Marmottes. Le britannique Kingfisher, lui, n'a pas grand-chose à voir avec le Martin Pêcheur, c'est en fait le propriétaire des enseignes Castorama, Brico Dépôt et B&Q au Royaume-Uni. Autre entreprise qui ne parle pas à grand monde, c'est l'américain Axon Enterprise. Son produit phare, lui, il est bien plus connu, c'est le Taser, ce pistolet à impulsion électrique utilisé par les forces de sécurité. L'avant-dernier nom de cette liste, c'est le numéro 1 mondial de l'électroménager. Ce n'est ni Electrolux, ni Whirlpool, ni Beko, mais c'est le chinois Haier qui est propriétaire de la marque éponyme et aussi de Candy et de Hoover. Enfin, Associated British Foods, société cotée à Londres, comme son nom l'indique, possède des marques alimentaires dont le fameux thé Twinings, mais c'est surtout la maison mère des enseignes de mode Primark et Penny. À première vue, il y a quand même assez peu de synergie entre les deux métiers. Allez, on revient à l'actualité chaude. Le pétrole a repris sa baisse après que l'OPEP+ a officialisé le report de 3 mois de son projet de hausse de production hier. Du côté de l'Inde, la Banque centrale a laissé inchangé son principal taux directeur, mais a réduit son taux de dépôt. Et en parallèle, elle a abaissé sa prévision de croissance et relevé sa prévision d'inflation. Les indices indiens sont en légère baisse après ces annonces ce matin. Du côté de la Chine, les indices jouent toujours au yo-yo. Après avoir flanché hier sous l'effet de rumeurs sur la faible volonté de Pékin d'injecter des stimuli dans l'économie, la tendance est complètement inversée
inversé ce matin. Hong Kong et Shanghai rebondissent, portés par de grands espoirs autour d'éventuelles annonces prévues la semaine prochaine lors d'un sommet chinois crucial sur l'emploi. On a aussi eu un article de Bloomberg ce matin qui évoque les plus fortes baisses de taux de la décennie à venir par la Banque centrale chinoise. Ça a permis de doper les achats sur les titres chinois dès l'ouverture. Les regards des financiers aujourd'hui, ils vont rapidement se tourner vers les États-Unis cet après-midi où seront annoncés à 14h30 les chiffres de l'emploi du mois de novembre. La publication devrait être relativement inoffensive, estime un consensus qui pense toujours que la Fed va réduire ses taux le 18 décembre. Attention toutefois, des données d'emploi un petit peu trop favorables risquent de réduire le potentiel d'assouplissement monétaire du début de l'année prochaine. Côté Asie-Pacifique, la fin de la semaine est marquée par la baisse un petit peu partout, hormis donc en Chine. Tokyo perd 0,8%, Sydney, Séoul et Taïwan sont en repli de 0,5%. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont légèrement baissiers. Dans l'actu des sociétés, on commence par la France. Le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande du fonds Siam pour ajourner l'AG de Vivendi. Par ailleurs, Canal+, filiale de Vivendi, annonce le retrait de ses chaînes payantes de la TNT en France. Swiss, la filiale de Lufthansa, va acquérir 5 Airbus A350 supplémentaires. Stellantis s'allie à Zeta Energy dans les batteries pour véhicules électriques. La foncière Tour Eiffel confirme la nécessité de lever 600 millions d'euros par augmentation de capital pour renforcer sa solidité financière alors que les covenants sont à risque. La Comcom d'Albi a commandé une station de recharge hydrogène à HRS. Nikon investit 5 millions d'euros dans un site de fabrication d'accessoires de jeux vidéo dans les Hauts-de-France. MSC TV adopte le Virtual NOC de Whitby pour monitorer ses services de télévision. Et on a pas mal d'actu sur des toutes petites capitalisations françaises, notamment Inat, Implanet, Mad Pharma, DroneVolt ou encore Toner Drone. Sur l'agenda des publications, on a eu les trimestriels de Richebourg, de LDLC ou encore de ST Dupont. Ailleurs en Europe, Aviva aurait relevé de 4% à 261 pence par action son offre sur Direct Line selon Bloomberg. Les salariés de Volkswagen, eux, ils intensifient les grèves pour lutter contre les fermetures d'usines en Allemagne. Holcim a confirmé prévoir une scission de sa filiale nord-américaine et une cotation aux États-Unis, ça ce sera au premier semestre 2025. On a MBDA et Leonardo qui ont signé un protocole d'accord pour l'intégration de solutions dans le domaine de l'armement laser et Stadler Rail qui a obtenu un contrat de 500 millions de dollars pour moderniser le système de signalisation d'Atlanta aux États-Unis. Par ailleurs, Meyer Burger a obtenu un financement provisoire de 40 millions de dollars pour assurer sa survie et Jens Schulte a démissionné de son poste de directeur financier de ThyssenKrupp pour rejoindre Deutsche Börse. En Amérique du Nord, il y a eu quelques publications de résultats hier avec plutôt des réactions positives du côté de Viva, GitLab, Lululemon, Ulta Beauty ou encore DocuSign. En revanche, on a Samsara et Guidewire qui reculent après les chiffres. Un juge fédéral américain a rejeté l'accord de plaidoyer proposé par Boeing avec le ministère de la Justice qui visait à résoudre les accusations criminelles découlant des accidents mortels liés au 737 MAX. Eli Lilly va investir 3 milliards de dollars dans l'agrandissement de son usine dans le Wisconsin. L'action GameStop et l'action AMC d'ailleurs aussi ont bondi suite à un message énigmatique du trader Roaring Kitty sur X. Ionic a lancé ses services d'ordinateurs quantiques en Europe, élargissant ainsi son offre à un nouveau marché. Et on a aussi Chevron et Shell qui négocient actuellement leur participation à un projet d'exportation de pétrole en Argentine. Enfin, côté Asie-Pacifique, peu d'actu ce matin, on a quand même SK Hynix qui a lancé 2 nouvelles divisions axées sur le développement et la fabrication à grande échelle de puces d'IA. On en a terminé avec ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et un très bon week-end.